Et déjà, pour tous ceux qui sont là dans le chat, euh, aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité, plus précisément du pentesting d'applications web. Merci, Dariston. On se fait déjà 2 minutes. Bonsoir, Ladjo. Bon, voilà, et on va commencer. Et après, ceux qui vont arrêter, voilà, ils vont nous trouver. Mais bon, pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, on va déjà commencer. Euh, déjà, déjà, comme je disais, le but de cette masterclass, c'est de parler juste un peu de cybersécurité et présenter ce que c'est l'open testing, plus précisément l'open testing d'applications web, quelles sont les méthodologies qu'on utilise, les outils qu'on utilise et vous montrer un peu les différentes failles qu'on retrouve le plus souvent ou les failles les plus critiques. Là, je commence par me présenter. Omar Marquez, connu sur les réseaux sociaux comme Phoenix. Je suis pentester Red Teamer et aussi développeur de malware, bien évidemment dans un cadre professionnel et éthique. Je suis aussi co-auteur de l'outil Nightwalker, qui est un outil qui permet de bypasser les antivirus. Vous pouvez le retrouver sur mon GitHub. Et voilà, vous pouvez me contacter via LinkedIn. Vous avez aussi mon site sur lequel je partage souvent quelques techniques qu'on utilise dans le développement de malware. Et aussi, je fais des vidéos sur TikTok où je partage justement mes connaissances en cybersécurité, plus précisément tout ce qui est vulnérabilité web et autres. Bon, alors déjà, dans cette classe, on va voir ce que c'est le pentesting. Nous allons parler ensuite des vulnérabilités web, du OWASP Top 10, qui regroupe les vulnérabilités les plus critiques, les catégories de vulnérabilités les plus critiques. Nous allons parler des outils de pentesting que nous utilisons. Et à la fin, on va faire une petite démonstration de live hacking. Déjà, c'est quoi le pentesting? C'est pentesting ou test d'intrusion. C'est un exercice qui va nous permettre d'essayer d'identifier et d'exploiter des vulnérabilités sur un système. Et grâce à ça, on va pouvoir simuler, par exemple, une attaque comme un cybercriminel, par exemple, essaierait d'attaquer un système. Et à la fin, nous allons produire un rapport qui va lister toutes les vulnérabilités que nous avons rencontrées durant notre audit. Et pour chaque vulnérabilité rencontrée, nous allons essayer de donner un certain nombre de recommandations. On va proposer un certain nombre de recommandations pour justement mitiguer ces failles. Et généralement, dans un pentest, notre but, nous ne sommes pas responsables de l'implémentation de ces recommandations. Nous donnons juste des recommandations et c'est le client, lui, avec son équipe après, qui est chargé d'implémenter ces recommandations. On peut effectuer du pentest sur des applications web ou des applications mobiles, par exemple comme Android et iOS, que ce soit en réseau interne, par exemple, sur Active Directory, et aussi sur des réseaux Wi-Fi. Dans cette masterclass, nous allons nous focaliser plus sur tout ce qui concerne le web. Nous ne pouvons pas aborder bien évidemment toutes les autres parties, sinon on ne va pas sortir d'ici aujourd'hui. Même dans le web, il va essayer de parler des vulnérabilités qu'on rencontre le plus souvent, des vulnérabilités les plus critiques, parce que même dans
au pentesting web, il y a énormément de vulnérabilités. Il y a différents types de vulnérabilités. Donc, on ne pourra pas parler de toutes ces vulnérabilités. On va quand même parler des plus fréquentes, des plus critiques. Aujourd'hui, la réalisation d'audits de sécurité ou de pentest est très sollicitée par les entreprises. Déjà parce que il y a dans certaines régions, par exemple en Europe, les entreprises qui opèrent des infrastructures critiques sont obligées de réaliser des tests, des audits de cybersécurité 1 à 2 fois par an. Donc, le pentest, c'est quelque chose qui est très sollicité par les entreprises. Avant de continuer, un petit disclaimer, parce que voilà, les techniques et outils présentés durant ce webinaire sont purement à titre éducatif et leur utilisation sur un système qui ne vous appartient pas, dont vous n'avez pas l'autorisation, c'est un crime. Donc, vous allez voir, pour faire du pentesting, la première chose, et nous allons le voir dans quelques instants, la première chose, c'est d'abord avoir l'autorisation de s'attaquer à un système. On ne peut pas faire du pentesting sans avoir au préalable une autorisation du propriétaire du système. C'est une phase très importante et sans ça, il n'y a pas de... Alors, on ne peut pas commencer un pentesting sans cette partie-là et elle est obligatoire déjà pour nous protéger nous-mêmes, les auditeurs. Si nous allons voir par exemple les types de pentest qui existent, nous avons du white box, black box et grey box. Le white box, généralement, ça signifie, juste pour vous donner un cas pratique, un exemple pratique, sur un pentest, par exemple, sur une application web en white box, nous aurons accès, par exemple, au code source de l'application en question. Nous aurons accès au design et architecture de la conception de l'application et toute autre information relative au développement de cette application-là. Ça, c'est dans un cas de white box, donc généralement dans le cadre d'un outil de cybersécurité en white box, nous avons accès à toutes les informations qui sont relatives à la conception du système en question. Bien évidemment, l'inconvénient, c'est que ceci n'est pas très représentatif d'une réelle attaque, parce que généralement les cybercriminels, voilà, qui font des attaques et tout, ils n'ont pas accès à toutes ces informations, mais néanmoins, c'est un type de pentest qui est aussi fait justement et ça permet de couvrir la plus grosse quantité de vulnérabilités possible et aussi des vulnérabilités en rapport avec le design et l'architecture de l'application en elle-même. Nous avons aussi le black box pentesting. Donc, toujours pour vous donner un cas pratique dans le cadre d'une application web, nous aurons par exemple juste le nom du site, à auditer et nous n'aurons aucune autre information relative à cette application. Donc, dans le cadre d'un black box, nous avons juste un scope défini, voilà, et nous avons un système défini et nous n'avons aucune information relative à ce système-là. Nous avons aussi le Grey Box Pentesting, qui est généralement le choix le plus recommandé et celui qu'on retrouvera un peu plus souvent. Dans ce cadre-là, nous avons, par exemple, une application, nous avons certaines informations, mais nous avons très peu d'informations. Par exemple, toujours pour prendre un cas pratique, c'est une application web, par exemple, nous pourrons avoir peut-être un nom d'utilisateur et un mot de passe qui va nous être fourni pour se connecter à l'application web et effectuer des tests sur cette application-là en étant connecté à l'application. Mais nous n'aurons pas, par exemple, le code source de l'application ou bien le design et l'architecture de l'application derrière. Ça, nous n'aurons pas. Mais nous aurons, par exemple, voilà, des identifiants pour se connecter à l'application. Et si, par exemple, on veut savoir quelle est la base de données utilisée par l'application, ils peuvent nous le dire si on le demande. Voilà. Et si on essaie, par exemple, d'exploiter une faille un peu complexe et qu'on a besoin d'avoir cette information, ils peuvent nous la donner dans ce cadre-là. Mais on a un peu d'informations
du côté du système, mais très peu quand même. Et ça permet généralement de simuler un peu plus une attaque réelle, mais voilà, sans toutefois aussi, il faut tenir compte du fait que généralement, les missions de pentesting sont limitées dans le temps. Donc, voilà, on n'a pas un mois généralement pour faire un test sur une application, sur un système. Généralement, c'est dans le cadre, par exemple, d'une application web, en fonction de la taille de l'application. Plus souvent, ce sera une semaine. Pour des applications plus grandes, plus complexes, ça sera 2 semaines. Voilà, c'est très rare que voilà, on va avoir un pentest une application sur un mois ou quoi que ce soit. Là, ici, je parlais des phases du pentesting. Phase très importante, c'est l'autorisation. Voilà, nous devons avoir une autorisation signée, écrite du propriétaire du système avant de commencer nos tests. Et dans cette autorisation-là, il doit être clairement défini le scope de nos tests. Toujours pour prendre, par exemple, un cas pratique. Si c'est par exemple une application web, dans le formulaire d'autorisation, on doit lister tous les domaines et sous-domaines utilisés par l'application web, justement pour si par exemple une application web a un domaine, mais après certaines fonctionnalités de l'application communiquent sous un autre sous-domaine. Voilà, tout cela doit être inscrit dans le formulaire d'autorisation. Et ici, par exemple, durant notre test, on se rend compte que l'application communique avec un sous-domaine qui ne fait pas partie de notre scope. On va entrer en contact avec le client justement pour clarifier cela et on va l'ajouter. On va modifier le formulaire d'autorisation, on va le rajouter, on va le signer de nouveau pour qu'on puisse continuer. Maintenant ici, voilà, pour parler des phases pratiques du pentesting, nous avons ici la reconnaissance, le scanning, l'exploitation et la persistance. Pendant la reconnaissance, généralement, ça consiste à regrouper des informations du système, généralement des sous-domaines et autres. Pour le cadre d'un pentesting sur une seule application web, ce n'est pas trop, voilà, la phase de reconnaissance ne va pas être très accentuée. Si c'est juste une seule application que nous avons, généralement, il n'y a pas beaucoup de sous-domaines, mais il y a certaines compagnies, les grosses compagnies, souvent ont plusieurs sous-domaines. Et voilà, pendant la phase de reconnaissance, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de regrouper tous les sous-domaines de l'application. Et bien entendu, si les sous-domaines entrent dans le scope qui a été défini dans le formulaire d'autorisation. Ensuite, nous allons commencer la phase de scan. Et voilà, ceci, ça peut être un scan de port avec Nmap et autres, ou bien en utilisant certaines applications justement pour faire du fuzzing, pour, voilà, la partie du scanning, c'est là où on va vraiment interagir activement avec l'application. On va utiliser des outils justement qui vont lancer des scans automatiques, des scans pour détecter des vulnérabilités et autres. La partie d'exploitation consiste voilà, simplement à exploiter les vulnérabilités que nous rencontrons durant notre scan. Et la partie de la persistance consiste à maintenir l'accès que nous avons eu au système. Cette partie n'est pas généralement trop accentuée pour le côté web, des applications web. C'est plus côté réseau sur Active Directory. Néanmoins, il y a certains cas où ça peut aussi arriver sur une application web si, par exemple, on arrive à trouver une faille qui nous permet d'avoir accès au serveur de l'application. Voilà, on va essayer d'utiliser des techniques de persistance pour pouvoir maintenir cet accès-là sur le serveur. Maintenant, nous allons parler du OWASP Top 10. Le OWASP, c'est un consortium voilà, qui regroupe les 10 catégories de vulnérabilité les plus critiques. Actuellement, le modèle qu'on utilise, c'est celui de 2021, c'est le plus récent. Il y avait celui de 2017 au préalable, mais il a été modifié et le plus actualisé, c'est celui de 2021. Comme vous pouvez le voir, en premier lieu, on va trouver des failles de contrôle d'accès, des failles d'injection du type SQL injection ou bien cross-site scripting. Et en dernier lieu, nous avons tout ce qui concerne failles côté server-side.
Juste, voilà, pour donner un exemple de quelques vulnérabilités. Ici, par exemple, nous avons une faille du type contrôle d'accès qu'on retrouve beaucoup généralement sur des applications qui utilisent des API en back-end. Quand, par exemple, vous êtes sur une application web et vous partez cliquer sur votre profil, par exemple, l'application, souvent si l'application utilise des API ou autre, elle va effectuer une requête et voilà, par exemple, une requête un peu comme celle-ci, par API by user, avec un identifiant pour récupérer les informations relatives à votre profil. Et le problème ici, malheureusement, c'est que côté back-end, les développeurs souvent oublient de vérifier que cet identifiant-ci soit effectivement associé à une session. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il suffit que je modifie cet identifiant par 2 et il va me donner, et le serveur va me répondre avec les informations appartenant à un autre utilisateur. Et c'est pourquoi, parce que généralement, c'est une convention, c'est plus facile justement d'associer chaque utilisateur avec un identifiant. Souvent, ce n'est pas forcément un numéro comme celui-ci. Souvent, ils utilisent ce qu'on appelle un, euh, un UUID, c'est Unique User Identifier. C'est une chaîne de caractères alphanumériques. Mais néanmoins, ça peut toujours être vulnérable si, par exemple, on arrive à récupérer le UUID d'un autre utilisateur et on envoie la requête avec son UUID. L'application, après, nous retourne les informations appartenant à cet autre utilisateur. Une façon, par exemple, de corriger cette faille serait bien évidemment de vérifier la session de l'utilisateur et déjà, de un, même pas avoir besoin justement de se baser sur le user ID pour retourner des informations concernant le profil. La façon la plus sécurisée, c'est de se baser sur les cookies de session de l'utilisateur et vérifier justement que l'utilisateur est authentifié comme ça se doit. Nous allons parler d'une autre faille. Si dans ce cas, c'est une faille de SQL injection, mais ça peut aussi être en fonction de comment tu l'exploites, ça peut être aussi une faille de contrôle d'accès. Voici par exemple, sur une application, tu essayes de modifier ton nom par exemple. Tu entres ton nom et tu cliques sur envoyer. L'application généralement va effectuer une requête post vers le back-end. Et voilà, et ça va envoyer les identifiants. Voilà le nom que tu veux modifier et un ID qui est associé à l'utilisateur. Le problème ici, c'est que, et comme vous pouvez le voir, le nom que tu as entré qui peut être modifié va aller dans le back-end et après, ça va être actualisé dans la base de données et pour être actualisé dans la base de données, supposons par exemple que c'est une base de données MySQL, elle va effectuer une query un peu comme celle-ci, update users, set name, et voilà, si le paramètre name, ouais, ID pour spécifier à quel utilisateur on va modifier le nom. Elle va effectuer une query comme celui-ci en se basant sur le nom que nous avons envoyé dans la requête. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est manipuler cette requête-ci. Si par exemple, au lieu d'insérer Phoenix, j'insère Phoenix apostrophe where id égale à 2, par exemple, je mets point virgule, tiret, tiret, et que l'application en back-end n'essaye pas d'effectuer des vérifications justement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'input malveillant, j'entre ici dans le nom. Si l'application ne fait aucune vérification et voilà, prend juste le nom comme ça pour l'envoyer vers la base de données, ce qui va se passer, c'est que la requête qui va être effectuée, voilà, ça va être Phoenix et si on va voir where id égale à 2, ça va être point virgule pour terminer la requête et tiret tiret pour commenter le reste de la query SQL. Si par exemple il y aurait d'autres queries, ça va le mettre en commentaire et ça va exécuter juste cette portion-ci. Et avec ça, on va par exemple changer le nom
d'utilisateur qui a pour identifiant le numéro 2. Ou alors, dans certains cas, on va même tout simplement modifier le paramètre ID. On va mettre, au lieu de 1, on va le modifier, on va mettre 2. Et ça va aussi, on va aussi produire le même effet. On va changer le nom d'un autre utilisateur. Problème avec celle-ci, la faille d'SQL injection est d'autant plus grave. Pourquoi? Parce que avec ça, on peut automatiser tout ceci en utilisant un outil qu'on appelle SQL Map. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à toute la base de données et voir toutes les informations qui se trouvent dans la base de données. Généralement, pour mitiger cette faille, pour la faille de SQL injection, c'est au lieu d'envoyer directement en query, au lieu d'effectuer directement une query dans la base de données avec les informations que nous obtenons de la requête des utilisateurs, on doit plutôt utiliser ce qu'on appelle des requêtes préétablies, des prepare statements qu'on va utiliser. Et aussi, au niveau du nom de l'utilisateur, on doit appliquer des filtres, justement, pour éviter, par exemple, qu'il accepte ce type de caractères ici. Par exemple, on va dire, on va appliquer des filtres, justement, pour éviter qu'un utilisateur puisse mettre n'importe quel type de nom ou bien insérer des caractères qui peuvent être dangereux après. Voilà, ici, nous avons une liste d'autres vulnérabilités. C'est une liste non exhaustive. Il en existe beaucoup plus. Voilà, ici, c'est juste donner un exemple. Cross-site scripting, du CSRF, IDOR, SSTI, pas traversal et bien d'autres. Il en existe plusieurs. Maintenant, on va commencer par exemple à voir les outils qu'on utilise justement pendant le pen testing. Ici, comme vous pouvez le voir, par exemple, nous avons, pendant la phase de reconnaissance, pour avoir une liste de sous-domaines, nous pouvons utiliser des outils comme Sublist, Amas, Subfinder, Asset Finder. Moi, généralement, j'utilise Amas et ça va nous donner une liste des sous-domaines d'un domaine précis. Ces informations sont des informations publiques. Pour obtenir ces informations, nous n'avons même pas besoin d'interagir avec l'application en elle-même. Il existe des outils, des bases de données publiques justement qui regroupent ce type d'informations. Donc voilà, c'est de la reconnaissance publique qu'on n'a pas besoin d'une autorisation voilà, pour faire tout ça parce que nous ne sommes pas en train d'interagir avec le système. Ce sont tous des informations publiques. Ici, avec ces outils ici, Wapalize et WhatWeb, par exemple, nous allons faire ce qu'on appelle du fingerprint sur l'application en question. Encore, c'est toujours des informations publiques, pas besoin d'une autorisation quelconque. Voilà, ici, par exemple, si tu ouvres n'importe quelle application sur ton browser et que tu utilises le mode DevTools, par exemple, de ton browser pour regarder juste la réponse du serveur, tu peux avoir toutes ces informations-là. Voilà, toutes les informations publiques, rien de spécial. Et tu as même Wapalize, notamment, qui est un plugin disponible sur Firefox et Chrome que tu peux installer. Et voilà, ça va te montrer toutes ces informations-là déjà. Donc, encore ici, rien de spécial. Maintenant, pour tous les outils déjà qui font partie de la phase de scanning, à partir d'ici déjà, il faut avoir une autorisation justement pour les utiliser parce que ça va effectuer justement une interaction directe avec le système pour faire du fuzzing. Par exemple, tout à l'heure, pendant la démo, je vais essayer de montrer par exemple comment est-ce qu'on utilise le fuzz. Ici, pour faire du content discovery, c'est toujours un peu comme fuzz. Nous avons GoBuster. C'est quoi le content discovery? Ça va nous permettre de découvrir quelles sont les pages qui sont sur une application web. Par exemple, quand on ouvre une application web, on ne sait pas, par exemple, toutes les pages qui existent sur cette application ou bien quels sont tous les endpoints qui existent sur l'application. Et ce qu'on va faire, on va faire du fuzzing, on va faire du content discovery justement pour essayer de brute forcer des pages pour essayer de voir quelles sont les pages qu'on peut trouver et autres. Nous utilisons aussi des web proxy justement pour faire nos tests. Le plus utilisé, c'est Burp Suite. Il existe aussi WhatsApp et un tout nouveau qui s'appelle Kaido.
Pendant nos phases de pentest, nous lançons aussi des scanners de vulnérabilité. Généralement, c'est Nessus. Il existe aussi, par exemple, celui de OpenVAS. Burp Suite qui a aussi un outil de scan, un petit scan. Il n'est pas aussi puissant que celui de Nessus, mais il effectue certains scans automatiques. Nous avons Nuclei, nous avons WPS Scan qui permet d'effectuer des scans sur des sites WordPress et il nous ressort une liste de vulnérabilités associées à la version de WordPress ou au plugin utilisé par l'application. Et nous avons JoomScan qui permet de scanner des applications qui utilisent le CMS Drupal ou Joomla. Si nous avons des outils pour faire de l'exploitation, tout à l'heure je parlais du SQL Injection. Par exemple, nous avons SQL Map qui va permettre d'automatiser tout cela et qui va nous permettre de dumper, de télécharger complètement la base de données entière. Nous avons Clairvoyance qui nous permet d'interagir avec les applications qui sont faites en GraphQL. Authorize qui est une extension pour trouver des failles relatives au contrôle d'accès. Easy CSS pour découvrir des failles du type cross-site scripting. Et Hydra qui permet de brute forcer, pas uniquement des pages de login, mais ça peut aussi brute forcer tout ce qui est FTP, tout ce qui est SSH. Et bien évidemment, nous avons aussi Burp Suite qui permet de lancer certaines attaques aussi. Si voilà, j'ai listé quelques ressources de pentesting, voilà, qui regroupent, qui ont une liste plus exhaustive de vulnérabilités et de comment tester ces vulnérabilités. Pendant la démo, je vais prendre l'exemple, par exemple, en utilisant Hacktrix, le site Hacktrix, mais il existe par exemple Payload Auditing et OWASP, vous avez le lien là. Maintenant, place à la démonstration au live hacking. Je vais utiliser une machine vulnérable juste pour vous montrer à peu près les étapes de pentesting que j'ai eu à vous expliquer ici. Donc déjà, je vais passer sur ma machine. Voilà, je crois que maintenant, vous voyez, vous arrivez à voir ma machine. Donc, je vais présenter une machine qui se trouve sur Triacni, une machine vulnérable. Et nous avons cette adresse IP ici. Disons que, par exemple, notre formulaire d'autorisation et le scope, c'est cette adresse IP qui est ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est la première chose qu'on va faire, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est on va effectuer un petit peu de scanning, justement. Si je viens sur mon terminal. Et on va par exemple utiliser l'outil Nmap pour scanner l'application. Ici, on peut justement garder le résultat de notre scan. Mais moi, j'ai déjà le résultat gardé, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et si on lance un scan, par exemple, vous allez voir qu'il va nous lister les ports, tous les ports qu'il trouve qui sont ouverts. Moi, j'avais déjà lancé le scan au préalable justement pour ne pas perdre du temps parce que les scans Nmap, souvent, ça peut prendre un peu de temps. Donc, je vais vous montrer le résultat du scan. Comme vous pouvez voir par exemple ici, j'espère que vous arrivez bien à bien lire tout ce qui est écrit ici. Au cas contraire, dites-le moi en commentaire pour que j'augmente la fonte. Mais comme vous pouvez voir,
sur notre système, nous avons le port FTP ouvert, le port SSH 445 qui est un service Samba. Et nous avons ici un port 3333 qui nous dit qu'il a un service HTTP avec un serveur Apache. Et vu qu'ici, généralement, sur les applications web, vous pourrez trouver le port SSH ouvert. Dans certains cas, le port FTP aussi. Le port 139 ou 445, c'est une application web. Probablement jamais vous n'allez trouver ça. Très rare. Et celui-ci, un proxy HTTP, vous pouvez le trouver, mais c'est aussi rare. Comme ici, nous sommes concentrés, on va plus focaliser sur tout ce qui est application web. On va aller voir ce qui se trouve ici sur le port 3333. Donc, nous avons l'adresse IP qui est là. Si par exemple, je mets 33. Voilà. Voici le site qu'il nous présente. Et maintenant, quand je suis ici, par exemple, je vois qu'il y a About, il y a Course, mais voilà, je n'arrive pas à cliquer ici. Et je n'ai aucune idée, par exemple, de quelles sont les pages qui existent sur cette application web. Donc, on va faire ce qu'on appelle, comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, le Content Discovery, ou bien du fuzzing, pour essayer de voir quelles sont les pages qui peuvent exister sur cette application web. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil FUF. Voilà. Généralement, tu lui donnes une word list qui contient une liste de mots. Tu lui donnes un URL et après tu peux faire des petits découvres quels sont les mots qui existent et tout, les répertoires qui existent sur l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai déjà, par exemple, je vais copier ce que j'ai ici. Si je copie par exemple ça, moi j'ai une word list déjà qui existe. Pour ceux qui sont sur Kali Linux, cette word list est déjà présente. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ça là, par exemple. On doit passer un lien, le lien de notre site. Donc je vais copier ça là, et on doit spécifier qu'on veut faire sur ce endpoint ici, voilà, pour savoir quelles sont les pages qui existent ici. Et si je lance, attendez, si je lance, je dois mettre ici pour qu'il ignore les commentaires qui sont dans la word list. Voilà, vous voyez que par exemple, il est en train d'effectuer 300 requêtes par seconde. Il a trouvé le répertoire image, le répertoire fond, le répertoire IS. C'est ce répertoire-ci qu'il a déjà trouvé. Si par exemple, je viens ici et que j'écris image, voilà, il va voilà, dans ce répertoire, apparemment, on peut voir que c'est le répertoire où se trouvent les images utilisées par le site en question. Puis c'est tout. Donc, voilà. Il a trouvé aussi CSS et tout, mais comme on peut voir, parmi les répertoires qu'il a trouvé, celui-ci est le seul qui a l'air intéressant. Parce que ici, généralement, images, CSS et autres, ce sont des répertoires qui sont utilisés par le front-end de l'application. Voilà. Mais généralement, dans le répertoire JS, ce sont les fichiers JavaScript utilisés par l'application. Et généralement, dans la plupart des applications, c'est dans le répertoire JS, les fichiers JavaScript sont très importants parce que souvent, voilà, dans la plupart du temps, il y a la logique de l'application en elle-même, la logique du front-end. Et ça nous permet aussi de découvrir
certains autres endpoints qui sont utilisés par l'application et ça nous permet même de découvrir plein de vulnérabilités comme par exemple les cross-site scripting et autres. Et voici par exemple, en analysant le code JavaScript, bien souvent, on peut aussi exploiter des failles de contrôle d'accès parce que souvent, le site effectue rien que des vérifications au niveau du JavaScript. Et vu que nous avons accès au JavaScript, on peut le modifier. C'est notre navigateur, on peut le modifier souvent et voilà, y exploiter ainsi certaines failles. Donc, si je m'en vais ici dans Internal, ici dans Internal, nous avons un formulaire d'upload. Ça nous permet de faire des uploads des fichiers. Et ici, par exemple, nous avons Wapalizer, l'extension Wapalizer, comme je vous ai parlé, qui nous dit que l'application est faite par exemple, sous PHP, en utilisant le langage PHP. Donc, ce qu'on peut faire justement, généralement, quand c'est une application web, nous avons un formulaire d'upload des fichiers. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de voir si on peut essayer d'effectuer le upload des fichiers malveillants. Donc, je vais lancer l'outil Burp Suite, par exemple. Et entre-temps, pendant que la Burp Suite lance, je vais essayer de trouver un fichier PHP malveillant que je peux envoyer sur le serveur de l'application et qui va nous permettre, par exemple, d'exécuter des commandes sur le système. Donc, dans mon cas, par exemple, je l'avais déjà trouvé. Si je regarde ici, j'ai le fichier simplebackdoor.php. Si je l'ouvre, vous verrez ici, par exemple, en fait, c'est un simple code PHP, voilà, qui qui utilise le paramètre CMD d'une requête, prend sa valeur et essaie d'exécuter une commande sur le système. Voilà, très simple. Ici, vous avez même comment l'utiliser et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'envoyer sur le serveur ce fichier PHP. Si j'essaie de faire, j'essaie d'envoyer simplebackdoor.php. Avant de l'envoyer, j'ai mon burp ici qui est lancé et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais augmenter la taille ici. Je vais augmenter un peu plus la taille. Voilà. Ok, maintenant c'est bon. C'est quoi Burp Suite? Burp Suite, c'est un proxy web qui va nous permettre d'intercepter toutes les requêtes web qui passent sur notre navigateur. Et avec Burp, comme je vous ai dit, il y a aussi un scanner de vulnérabilité. Il peut nous permettre aussi d'installer plusieurs extensions. Burp nécessite en lui toute seule une master class spécialement pour lui parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut effectuer avec Burp. Si j'utilise par exemple la version gratuite de la Community Edition, mais il existe aussi. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Il y a Dayton qui dit qu'on ne suit plus bien. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Je ne sais pas si. Ok. Donc, voilà, avec Burp Suite, on peut faire énormément de choses. Ici, je vais vous montrer, voilà, si par exemple, j'active mon proxy Burp. Voilà, c'est activé.
Et juste pour vous montrer à peu près, voilà, si je refresh, à partir du moment où mon proxy burp est activé, si je refresh la page et que je m'en vais ici dans le proxy burp, on va voir que toutes les requêtes qu'il a effectuées, justement, on arrive à les voir ici. On voit la requête ici, voilà. Nous avons ici la requête qui a été effectuée et nous avons ici la réponse du serveur. Voilà, avec burp, on peut voir tout ça ici. Nous avons le HTML de la page. Et dans burp, ici, on peut même voir d'autres requêtes qui ont été effectuées en background que, voilà, sans burp, par exemple, ils n'auront pas idée de ces requêtes-là. Voilà. Donc, voilà, burp est très important. C'est là. Ce que je voulais faire, c'est envoyer notre fichier PHP malveillant dans le système. Je browse, je clique Simple Backdoor par exemple. Je clique sur Submit. Et on y dit ici que l'extension n'est pas acceptée. Il n'accepte pas qu'on fasse le upload des fichiers ayant l'extension PHP. Si on peut avoir la recette ici dans Burp, vous pouvez le voir. Voilà, nous avons effectué un upload des fichiers. Il a effectué une requête post. Vous pouvez voir ici. Et voici le contenu de notre fichier que je vous ai montré au préalable dans le corps de la requête. Et on peut voir ici que le nom du fichier, c'est simplebackdoor.php. Ici, nous avons le content type. Le content type, c'est une en-tête généralement quand tu effectues des requêtes, que ce soit get ou post, tu as des en-têtes ici, par exemple, voilà, comme le content length et autres. Et le content type, généralement, identifie le type de fichier que nous sommes en train d'envoyer vers le serveur. Et ici, il est bien identifié comme étant une application du type PHP. Et si on essaie de renvoyer vers le serveur, voilà, nous avons cette réponse qui nous dit ici là que l'extension n'est pas acceptée. Maintenant, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de bypasser ça et tout? Et déjà, pourquoi est-ce que j'essaye d'envoyer obligatoirement un fichier PHP et pas, par exemple, un autre fichier? Déjà parce que nous avons vu tout à l'heure, nous avons identifié que l'application est, est en PHP, est faite dans le langage de programmation PHP, qui veut dire que le serveur va exécuter du code de PHP. Donc, si par exemple, j'essaie d'envoyer un fichier qui est dans un autre langage, comme par exemple du C, le serveur ne pourra pas l'exécuter. Donc, ne peut qu'être du PHP. Et nous voulons exécuter du PHP. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'exécuter des commandes sur le serveur. Donc, déjà, on voit que l'extension PHP n'est pas acceptée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de voir comment contourner cette protection, comment bypasser cela. Donc, par exemple, je vais aller ici, je vais aller dans l'un des sites que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Hacktrix. Je vais faire file upload Hacktrix. Et ici, par exemple, nous avons sur Hacktrix, il nous parle par exemple généralement de l'upload des fichiers, la méthodologie que nous devons avoir justement pour tester l'upload des fichiers. Voilà. Nous avons ici, par exemple, comment bypasser le contrôle de l'extension et tout. Mais on nous montre ici, par exemple, que pour les applications qui sont en PHP, les extensions qui peuvent être utilisées pour exécuter du code sont celles-ci, par exemple, du .php, .php2, .php3 et autres. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, par exemple, c'est que je vais copier toutes ces extensions-ci et je vais les essayer une à une pour voir laquelle, par exemple, si par exemple une de ces extensions qui peuvent être exécutées en PHP fonctionne. Dans mon cas, j'ai déjà la liste de ces extensions ici. Donc, ici. Donc voilà, j'ai déjà mis la liste des
extension PHP ici. Et pour pouvoir justement tester ces extensions une à une, je vais utiliser Burp Suite. Et avant d'utiliser Burp Suite, ce que je vais faire, c'est que je vais cat extension et voilà, je vais mettre comme ça extension sur chacun sur sa ligne. Et ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais envoyer cette requête dans intruder, dans l'outil intruder de Burp. Et ce qu'on veut, par exemple, c'est changer l'extension ici pour tester chacune des extensions que nous avons dans notre fichier. Donc, je vais ajouter l'extension comme un paramètre. Je viens ici dans Payload. Je fais paste. Ça me donne. Je vais copier tout ceci. Je vais mettre final extension dans le fichier de texte. Ici, je copie tout ça maintenant. Je viens ici, je fais paste. Voilà. Nous avons chacune de ces extensions-là. Burp, outil intruder de Burp. Voilà, nous avons ici 20. Nous avons ici 20. Et ce qu'il va faire, c'est que il va justement tester chacune. Il va envoyer une requête en testant chacune de ces extensions ici. Ici, je essaie de lancer l'attaque, par exemple. Vous allez voir que, par exemple, ici, il a mis .php2, comme vous pouvez le voir. Et ici, il a plutôt mis .php3. Vous pouvez le voir. Et il effectue voilà, une requête pour chacune des extensions qui est dans la liste. Et on va juste analyser justement la réponse du serveur ici. On voit que toutes les requêtes ont un code de réponse 200, OK? Mais on voit qu'il y a, par exemple, ici, sur la taille de la réponse, on voit qu'il y a ici une différence. Mais on voit que, par exemple, celle-ci, la taille de la réponse est 723, alors que les autres, c'est 737. Si je reviens ici, je regarde dans la réponse du serveur. Et je viens ici en bas, on voit ici succès. A contrario, sur les autres où la réponse c'est 737, si on vient ici, ça va nous dire que l'extension n'est pas acceptée. Mais sur celle-ci, nous avons un message de succès. Donc, en principe, ça veut dire que notre fichier a été envoyé, comme vous pouvez le voir ici. J'ai utilisé le point .html et ça veut dire que notre fichier a bien été envoyé sur le serveur. Maintenant que notre fichier a été envoyé sur le serveur, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour savoir dans quel répertoire se trouve le fichier que nous avons envoyé sur le serveur? Généralement, les applications ont un répertoire de upload. Si l'application est bien faite, ce répertoire ne sera pas accessible sur Internet. Ce répertoire ne sera pas accessible sur Internet. Mais comme il existe plusieurs applications qui ne sont pas bien faites et tout, et malheureusement, ils exposent aussi ce répertoire sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais encore utiliser l'outil de FUF pour forcer le répertoire internal que nous avions découvert au préalable. Et maintenant, pour voir si j'arrive à trouver un répertoire de upload. Oh, et vous voyez très rapidement en effectuant 597, près de 600 requêtes par seconde, il a trouvé très rapidement le répertoire upload. Et si je m'en vais ici sur le site, par exemple, dans upload, voilà, ici dans upload, si je refresh, et nous avons ici notre fichier qui a été uploadé. Et rappelez-vous, pour utiliser ce fichier, nous l'avons vu tout à l'heure, il suffit voilà d'accéder au fichier, d'effectuer une requête get avec le paramètre cmd et avec voilà la commande que nous voulons exécuter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien de celui-ci, je vais mettre ça ici
je vais utiliser le paramètre cmd. Je vais envoyer, par exemple, disons, la commande on va utiliser la commande id, une commande Linux, et on va voir ce que ça va nous dire. Et voilà, il nous dit ici que nous sommes en tant qu'utilisateur www.data. Pour mieux voir, par exemple, je peux faire par exemple 4 plus etc passe wd. Si je fais un 4 et ce fichier, voilà, nous avons la liste des utilisateurs qui sont sur le système et autres. Et avec ça, à partir d'ici, nous voyons qu'on a un accès, nous avons un accès sur la machine. Voilà. Et à partir d'ici, voilà, on peut établir de la persistance. Comment est-ce qu'on peut établir de la persistance? Voilà, au lieu d'utiliser ce fichier-ci, je peux faire le upload. Nous savons déjà désormais qu'il accepte les fichiers qui ont l'extension .phtml. Donc, je peux faire l'upload de ce qu'on appelle une web shell. Vous montrer une web shell en PHP. Ça va nous permettre d'exécuter des commandes toujours, mais cette fois-ci, ça sera beaucoup plus pratique et ça constitue notre mécanisme de persistance. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer sur le serveur. Voici ici, webshell.phtml open. Submit. Si on vient ici, on refresh la page, on voit que nous avons ici notre web shell qui a été envoyé. Si je clique dessus, et voilà, nous avons ici cette vue beaucoup plus pratique où on peut maintenant entrer nos commandes. Voilà, on peut faire uname. Voilà, on peut exécuter et on a un retour. Voilà, beaucoup plus pratique. On peut lister les fichiers qui sont sur le serveur et tout. Voilà, nous avons ces deux fichiers ici. Je peux lister les fichiers qui sont dans le répertoire précédent. Voilà où je suis. On voit qu'on a le répertoire index.php et upload. Et voilà. Et on peut se dire que voilà, c'est une machine vulnérable, ça n'existe pas. Mais encore, l'année passée, au mois de novembre, j'ai justement exploité ce type de vulnérabilité d'upload des fichiers à un serveur. C'était une multinationale, voilà, pour avoir accès au serveur. Et sur le serveur, après, j'ai trouvé des clés d'accès pour leur compte AWS avec des permissions d'administrateur. Voilà, j'ai utilisé ça pour me connecter à leur compte AWS en tant qu'administrateur et j'avais accès à une centaine de serveurs qu'ils utilisaient sur AWS en production. Donc voilà, on peut se dire que c'est un truc voilà, qui n'arrive pas généralement, mais ça existe beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Voilà. Voilà. Donc, pour la démo, c'était tout pour la démo. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat. Je vais juste montrer le dernier slide que nous avons. Voici le dernier slide, c'est qu'à partir de juin, voilà, il y aura une formation sur iWork, le pentesting web. Et voilà, ça sera via Zoom et on va justement dans la formation commencer par les bases, les bases, comme la configuration de votre environnement, l'installation de Kali, l'installation de certains outils voilà, qu'on utilise jour au jour pendant le pentesting. Et après, on va commencer à voir comment les types de vulnérabilités web qui existent, comment les exploiter et quelles sont les recommandations qui existent pour chacune de ces vulnérabilités-là. Bien évidemment, on va voir beaucoup plus de vulnérabilités que celles qui ont été présentées ici. Voilà. Et
Voilà, n'hésitez pas, ça sera sur le site de formation de iWorks, formation iWorks. Et n'hésitez pas à entrer en contact soit avec iWorks, soit avec moi-même sur cet email qui est ici. Voilà. Après, on voit plus d'informations. Et le nom de la machine vulnérable, c'est sur TryHackMe, c'est Vulnercity. Il y a. Ok, je vais. Ok. Comment on fait pour maîtriser les outils comme tous les jeux? Voilà, pour maîtriser les outils, c'est juste avec la pratique, hein. Honnêtement, ce n'est même pas compliqué en fait. Il suffit juste de faire ça 3, 4, 5 fois et tu vas voir que tu vas te rappeler de ça automatiquement, quoi. Ça sera automatique. Tu n'as pas besoin. Voilà, au début, tu peux voilà, regarder tes notes et autres. Mais après, les outils, avec la pratique, tu vas pouvoir les maîtriser. Même si tu ne connais pas, par exemple, la syntaxe exacte pour chaque outil, il y a toujours un help, généralement chaque outil, un help que tu peux consulter. Et il y a, comme j'ai dit, il y a des ressources comme Hacktricks et tout que nous utilisons, même les personnes seniors, même les personnes confirmées l'utilisent toujours. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te rappeler de toutes les vulnérabilités web et comment les exploiter. Donc, c'est impossible. Donc, voilà. Donc, tu es toujours obligé de, tu vas avec la pratique, tu vas te rappeler de beaucoup de choses. Mais après, il y a toujours certaines choses que tu auras besoin de consulter. Oui, voilà, tu as besoin de connaissances en programmation, mais je dirais, voilà, si tu commences avec des connaissances, par exemple, en Python, la plupart des exploits pour les trucs web, c'est en Python. Tu commences avec du Python, par exemple, et que tu sois à l'aise sur la ligne de commande, sur le terminal Linux, tu pourras très bien débuter. Après, au fur et à mesure que tu évolues, c'est toujours mieux, tu vois, de savoir lire, par exemple, du JavaScript. Je ne sais pas programmer en JavaScript, par exemple, mais quand je lis des fichiers JavaScript, j'arrive quand même à comprendre le fonctionnement de l'application et tout. Mais voilà, mais je ne sais pas programmer en JavaScript. Et même chose pour du PHP, j'arrive à lire. Si je me donne le code source d'une application en PHP, j'arrive à lire, j'arrive à interpréter ce que l'application fait, mais je ne suis pas développeur PHP. Voilà. Sur demi, je te trouve. Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, non, parce que, comme j'ai dit, les cours seront en ligne via Zoom. Donc, je crois que sur Udemy, voilà, c'est juste, tu peux juste peindre des vidéos et tout. Donc, voilà, et pour l'instant, ce que je compte faire, c'est que je vais faire plutôt faire des séances via Zoom comme ça. Vous pouvez me poser les questions, voilà, si vous avez des doutes et autres, vous pouvez me poser les questions directement et je prendrai le temps de vous expliquer. Et j'ai trouvé ça plus facile, plus pratique pour les gens qui débutent comme ça. Pour apprendre les bases du réseau, tu peux toujours aller sur TryHackMe. Voilà. Tu as aussi des modules qui concernent le réseau. C'est vrai que TryHackMe, c'est beaucoup plus, voilà, cybersécurité. Donc, même les trucs concernant le réseau qui vont te montrer, ça sera en rapport avec la cybersécurité. Mais moi-même, de toutes les façons, je ne connais pas trop des sites pour, des sites uniquement pour apprendre le réseau. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, voilà, nous sommes bien dans le temps. C'est maintenant qui est voilà, 18h, ça fait 1 heure. Voilà, nous sommes très à l'heure. Oui, demain, je vais
comme toujours, faire des live hacking sur Zoom, comme chaque dimanche, oui. Bon, déjà, sur iWorks, ils ont déjà une plateforme de formation, déjà pour justement ce type de formation et autres. Donc, c'est plus facile. Et j'aurais pu utiliser, bien évidemment, une plateforme comme Udemy ou autre, mais la plupart des formations, des sites de formation, c'est juste voilà, pour mettre des vidéos, les vidéos de tes formations et tout. Mais moi, je veux faire quelque chose d'interactif via Zoom et autres.